Il faut des grandes quantités de données pour pouvoir deviner des choses, etc., quoi. Et donc, il y a une grande étude génétique qui est menée sur 1 131 881 personnes. Donc, globalement, là, on brasse large en termes de données. Normalement, on doit pouvoir en tirer des choses intelligentes, quoi. Et donc, c'est des études qui s'appellent GWAS, Genome Wide Association Studies. Donc, en gros, on a séquencé le génome de 1 131 881 personnes. Et puis, à partir de ça, on a essayé de déduire des choses en regardant les corrélations entre les choses, quoi. Et de dire, bon, bah, il y a un lien entre ça et ça. Premièrement, la génétique liée à l'éducation semble être associée à la réussite sociale. Les enfants ayant des scores polygéniques plus élevés ont tendance à atteindre plus d'années de scolarité, à construire des carrières professionnelles plus réussies et à accumuler plus de richesses. Deuxièmement, les enfants ayant des scores polygéniques plus élevés ont tendance à grandir dans des foyers socio-économiquement plus aisés. Autrement dit, quand on regarde les signatures génétiques de millions de personnes, on observe des corrélations entre la réussite et le niveau de richesse. Donc on a regardé le génome de 1 131 881 personnes, et on se rend compte qu'il y a un lien de corrélation entre certains gènes. Donc c'est ça, hein, ce qu'on appelle les scores polygéniques, c'est genre on détermine que cette combinaison de gènes, etc. Et donc on va récupérer ces combinaisons génétiques et on dit bon bah voilà, le plus grand, les gens qui sont le plus proches de ça, on se rend compte qu'ils sont plus souvent meilleurs à l'école, dans le sens où ils font plus d'années d'études, qu'ils ont des meilleures carrières professionnelles dans le sens où ils accumulent plus de richesses, et qui naissent dans des foyers socio-économiquement plus aisés. Donc il y a aussi une corrélation entre des facteurs génétiques et la richesse. C'est assez ouf de se dire, c'est que vous avez ou pas les gènes de la richesse. Donc ça, ça amène la question de est-ce qu'il y a ce fameux truc, cette fameuse notion d'extrême droite là, est-ce qu'il y a un darwinisme social, quoi? Est-ce que naturellement les gens on crée une société quelconque et on mélange les rôles et on attend quelques années et en fait les mêmes familles vont revenir au pouvoir parce qu'en fait elles ont une génétique avantageuse, etc. Donc ça pose un peu cette question-là, en fait, de se dire, ok, on a une forte corrélation entre les gènes et la réussite et la richesse, ce qui tombe complètement... je veux dire, c'est une fonction purement humaine, quoi, la richesse, mais bon, qu'on atteint grâce à l'intelligence, grâce à une bonne carrière, qu'on atteint grâce à des études, qu'on atteindra grâce à l'intelligence, donc c'est ça le cheminement de pensée, grosso modo, c'est de dire, bah, si vous êtes intelligent, vous pouvez faire des études, vous pouvez avoir un métier qui paye bien et vous pouvez devenir riche. Et génétiquement, on trouve des liens. Et c'est assez impressionnant, quoi. Et donc la question qu'elle pose, c'est est-ce que c'est un héritage génétique ou socio-économique? Et donc, si on compare les enfants riches à faible polygénie aux enfants pauvres à forte polygénie, on se rend compte que les riches y réussissent mieux. L'étude, elle est faite en... Donc ils font, c'est comme je dis, hein, ils font un Genome Wide Association Studies, donc ils vont récupérer le génome complet de 1 100 000 personnes, et puis après ils regardent des données et ils cherchent où est-ce qu'il y a des liens de corrélation, quoi. Donc ils cherchent en disant tous ces gens-là, on trouve un lien de corrélation entre ces gènes-là et ce comportement-là. Et ils disent, bon, bah, il y a probablement un lien, peut-être qu'il faut qu'on s'y intéresse. Donc, c'est pas une étude qui dit que c'est causal en réalité. C'est une étude qui suppose qu'il y a un lien. Parce que corrélation n'est pas causalité. C'est vraiment important. La corrélation, c'est-à-dire que si vous regardez, je sais pas moi, la corrélation entre des événements, elle peut être très élevée, mais sans qu'il y ait de causalité. D'ailleurs, il y a un site incroyable, je sais pas s'il existe encore, Curious Correlation. C'est un site qui prend des données qui sont très corrélées et qui dit il y a probablement un lien, pour montrer à quel point c'est absurde, quoi. Par exemple, la popularité du prénom Stevie, c'est très corrélé avec l'évaluation en bourse de Amazon.
plus il y a de gens qui s'appellent Margarita, plus il y a de véhicules volés en Indiana. Mais donc ça dévoile quand même des liens, et après, en réalité, on pourrait... moi, je dis pas qu'il y a un lien dès qu'il y a une corrélation, mais souvent, on se dit, en tout cas c'est une manière de rechercher des choses scientifiquement, c'est que souvent on se dit, peut-être il y a quelque chose à creuser, peut-être il y a un lien entre les deux. Et même si c'est pas un lien direct, c'est-à-dire que bon là les exemples sont complètement éclatés, mais les populations racisées commettent plus de crimes en France que les populations blanches. Déjà, je suis pas super certain que ce soit vrai, mais on se dit que c'est vrai. La réalité des choses, il me semble, si je me plante pas, c'est que les populations racisées sont discriminées par la police d'une part. Les populations racisées sont aussi plus souvent dans des situations de pauvreté et de précarité. Et la situation de précarité, elle est corrélée aussi, mais même plus probablement, enfin en tout cas ça semble une meilleure explication causale pour dire que les gens commettent des crimes de l'ordre de ils volent à manger parce qu'ils ont faim en fait. Et donc effectivement, c'est la question de corrélation, c'est toujours intéressant pour se dire, ok, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir de pourquoi il y a un lien entre les deux. Des fois, il n'y a juste pas de lien, mais il peut y avoir un lien qui est complètement indirect. Il faut juste pas aller créer un lien direct quand il n'y en a pas, quoi. Si on se pose la question d'un héritage génétique ou socio-économique, c'est que si on regarde les enfants riches qui ont un faible score polygénique, donc qui ont des gènes qui ne sont pas associés aux gènes de la réussite qu'on aurait trouvé par cette corrélation, ils réussissent mieux que les enfants pauvres qui auraient ces gènes-là. Alors, encore une fois, ça démontre rien, dans le sens où ça démontre pas qu'il n'y a pas de rapport entre ces gènes-là et la réussite, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'elle démontre avant, c'est que le potentiel génétique, s'il y en a un, il est moins influent que les conditions socio-économiques au final, parce qu'il est moins influent que l'environnement. Donc en réalité, on peut parler de génétique, admettons, mais en fait, ça apporte pas grand-chose, quoi. Et son explication, c'est de dire qu'en fait, on va voir, quand on compare deux enfants riches en fonction de leur score, et de leur score, de comment leurs gènes, ils sont les gènes de l'intelligence, etc., et on se rend compte que sur des enfants riches, ça marche vachement mieux pour prédire que sur des enfants pauvres. Alors moi, ce que j'en tire comme conclusion, mais je n'ai pas souvenir qu'elle le dise de cette manière-là, donc c'est plus une extrapolation que je fais, mais c'est-à-dire que si ces gènes-là, et c'est pas sûr, mais si ces gènes-là effectivement codent pour une capacité d'intelligence, la réalité des faits, c'est que cette capacité, pour qu'elle puisse s'exprimer, il faut être dans des conditions idéales. Et donc, ça pourrait représenter quelque chose. Il pourrait y avoir effectivement cette notion d'intelligence génétique, mais si elle existe, elle a du sens que dans des conditions équivalentes, et encore plus dans des conditions équivalentes de qualité, entre guillemets. Parce que dans des mauvaises conditions, à équivalence, enfin à différence de score, la différence elle se retrouve pas, parce qu'en fait c'est un peu comme dire par exemple on a des OGM qui permettent de faire pousser le maïs plus vite, et ça marche bien quand on compare du maïs dans un environnement normal d'agriculture. Par contre, si on compare mon OGM et mon maïs normal, et que l'expérience c'est j'arrose aucun des deux, juste ils vont crever tous les deux pareil, donc ouais, il n'y a pas de diff, quoi. Et moi c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. C'est qu'il y a vraiment un truc de ok, il y a une différence, enfin admettons qu'il y ait une différence, je suis pas sûr, mais je pense que c'est pas déconnant. Et si cette différence elle existe, ça peut s'exprimer que dans des conditions spécifiques. Et même là encore, ces conditions elles sont discutables, c'est-à-dire que les conditions idéales socio-économiques d'éducation d'un enfant, etc., elles sont situées dans le temps, elles sont situées dans l'espace, elles sont... c'est-à-dire que les concepts de comment on éduque les enfants, ils sont pas les mêmes en France ou en Australie, ils sont pas les mêmes au Pérou.
ils sont pas les mêmes maintenant qu'il y a 200 ans, et toutes ces choses-là, bah, ça va influer aussi, quoi. De la même manière, se pose aussi la question, encore une fois, on revient à c'est quoi la réussite, c'est quoi le talent. Là, on parle de l'intelligence. Si demain la question c'est la capacité à, je sais pas moi, faire tenir une aiguille de tricot au bout de ton doigt, ça va pas être les mêmes choses, ça va pas être les mêmes gènes, ça va pas être les mêmes traits, et, et donc effectivement c'est plus du tout le même sujet. Donc il y a vraiment un truc de tout est tellement relatif à tous les niveaux que tout ça c'est des constructions sociales sur des constructions sociales, quoi. L'héritage au-delà des gènes. Une autre façon d'interpréter l'existence de scores polygéniques associés à la réussite est que ce lien soit un corrélat d'un héritage social privilégié. Pour le comprendre, voici un exemple. Imaginez que je souhaite déterminer si les personnes chinoises sont génétiquement plus douées pour les mathématiques que les personnes espagnoles. J'analyse alors les génotypes des deux larges populations, l'une chinoise et l'autre espagnole, ainsi que leur réussite scolaire en mathématiques. Et je constate qu'il existe effectivement une corrélation entre les scores génotypiques des deux populations et les capacités en mathématiques. Les Chinois réussissent incontestablement mieux en mathématiques. Et là, je fais l'erreur d'interprétation suivante. Je suppose que leur patrimoine génétique partagé est lié à cette capacité, alors que ce que j'observe comme trait génotypique partagé pourrait être beaucoup plus sûrement lié aux yeux bridés. Donc grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que les gènes qu'on retrouve, qui sont communs chez les populations chinoises, donc asiatiques, bah, c'est plus probable que ce soit lié aux yeux bridés que la connaissance des mathématiques, quoi. Et non pas que la connaissance des mathématiques est liée aux yeux bridés. J'avais mal compris en lisant, c'était bizarre. Ça m'a un peu perturbé. Les capacités supérieures en mathématiques sont, elles, probablement plutôt la conséquence des causes culturelles, politiques et historiques qui différencient la Chine et l'Espagne. De même façon, les positions sociales établies il y a longtemps peuvent être transmises de génération en génération via des héritages socialement transmis, tels que des transferts de richesses, parce que les gens ont tendance à avoir des enfants avec des compagnons de la même classe sociale. Cette différence historique de position sociale pourrait porter une signature génétique. Cette signature génétique pourrait être détectée dans le GWAS, mais aurait peu à voir avec les traits et les comportements qui influent sur la réussite. Si cette explication est juste, plutôt que de fournir des indices sur les processus génétiques causaux identifiés dans les études génétiques basées sur la famille, les découvertes éducatives de GWAS auraient simplement un intérêt généalogique. Donc, son explication, qu'elle précise hypothétique aussi, c'est de dire les gens des classes sociales se reproduisent entre eux, et donc, comme les classes sociales restent globalement les mêmes à travers les différents régimes depuis très très longtemps, et même à travers les différents pays dans le monde, etc., on se retrouve avec des gens, donc un groupe de grandes familles de haute classe sociale qui seraient mélangées, et à force de se mélanger entre elles, on a un groupe social qui va finir par partager les mêmes... parce qu'il est fermé globalement, dans l'idée, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est que comme les classes sociales, il n'y a pas tant de gens qui passent de l'une à l'autre tant que ça, et que c'est relativement figé, bah, le groupe est fermé, donc le matériel génétique tend à s'uniformiser d'une certaine manière, et donc on a un marqueur génétique du groupe social, qui est aussi une explication très intéressante. Et donc, on sait juste que quand on regarde ces trucs-là, on peut juste regarder en fonction du génome, se dire ah bah t'as ces marqueurs-là qui correspondent au fait que probablement dans le passé, t'avais des ancêtres qui étaient qui étaient d'une haute classe sociale. Ce qui expliquerait notamment aussi qu'on trouve ça aussi chez des populations un peu plus pauvres aussi, parce que potentiellement les transfuges de classe du haut vers le bas ou du bas vers le haut, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns et quelques-unes, quoi. Donc potentiellement, on peut s'imaginer que ça expliquerait un peu tout ça, quoi. Donc penser l'hérédité et oublier le contexte pour des comportements humains complexes, c'est un non-sens scientifique, c'est ça la conclusion, quoi. Grosso modo, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que genre penser hérédité et génétique quand on parle de la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, c'est ok.
pensée génétique quand on parle de votre capacité à faire des saltos, à résoudre des équations, à tout ce qui est un peu plus complexe, ça n'a pas de sens, c'est éclaté quoi. Et donc aussi, ce qu'elle note, c'est que globalement, les études qui sont réalisées sont aussi souvent faites dans un contexte social. C'est-à-dire qu'en général, quand on va prendre des chercheurs et chercheuses qui regroupent des gens en disant bah voilà, on voudrait étudier ci, ça, ci, bah, le fait est que ils sont dans une zone géographique délimitée et selon les moyens, ils peuvent aller plus ou moins loin, mais globalement, c'est dans une zone géographique un peu délimitée le plus souvent. Si ils sont d'une classe sociale donnée, parce que c'est des chercheurs, ils vont avoir tendance à avoir un réseau et à pouvoir s'adresser à des gens pour leur demander de participer à l'expérience, soit de ce groupe social ou proche. Si, admettons, participer à ça, ça permet d'être rémunéré, bah, potentiellement, ça va faciliter, ça va encourager des gens pauvres qui n'ont pas de moyens d'y aller et des gens riches qui sont moins impactés par l'incitation, etc., quoi. Donc il y a toujours un contexte social.